RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec Anis Maraï tous les lundis et mercredis à partir de 8h, de 8h à 8h30 ce matin, on reçoit Monsieur Khalil Abidi, directeur général de la FIPA, agence de promotion de l'investissement extérieur. Bonjour Si Khalil et bienvenue sur les ondes de la chaîne Inter. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation matinale. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet, non, sans vous avoir souhaité donc le bienvenu parmi nous aussi. Et puis, Khalil, je voudrais bien savoir donc des chiffres, connaître des chiffres que vous pouvez nous donner donc par rapport aux IDE jusqu'au troisième trimestre de 2016. Oui. Merci beaucoup. Les IDE jusqu'à fin août, je vais vous donner puisqu'on a les chiffres jusqu'à fin août. Donc on a fait comme IDE 1269 millions de dinars d'IDE. D'accord. Par rapport à l'année dernière où on avait fait 1269 millions de dinars. Donc 1228 par rapport à 1269 l'année dernière. Une diminution de 40 Soit millions à peu près. Une diminution, voilà, en pourcentage de 3,2%. D'accord. Si on va un petit peu vers le détail, Oui. on va trouver que la baisse est due essentiellement à la baisse dans le secteur des services, banque, assurance, etc. Donc une baisse assez considérable dans les investissements dans ce secteur-là, de moins 50%. Quand même. Mais sinon, tous les autres secteurs ont fait mieux que l'année dernière. Donc on a l'énergie a fait plus 2,3%. Malgré tout ce qui se dit par rapport donc à la désaffection des investisseurs pour venir investir en matière d'hydrocarbures et puis que le baril donc de pétrole est en chute libre quelque temps donc auparavant. Exactement, on fait la comparaison par rapport à l'année dernière qui n'était pas fameuse. Qui n'était pas fameuse, non voilà, plus. Oui. Donc une augmentation de 2,3% par rapport à l'année dernière. Pour l'industrie, une augmentation quand même très intéressante de 13,3%. Et c'est ça la bonne température à prendre, c'est comment se comporte le secteur industriel. Et donc par rapport à l'année dernière, on est à plus 13,3%. C'est-à-dire on a réalisé cette année jusqu'à fin août 445,7 millions de dinars par rapport à l'année dernière où on avait réalisé 393,3 millions de dinars. Ça, c'est une bonne évolution. On ira dans le détail de cette évolution tout à l'heure, si vous voulez. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est l'agriculture. Oui. C'est l'agriculture qui a réalisé une augmentation en matière d'IDE, je le dis toujours, réalisée de 16,7%, c'est-à-dire des investissements d'une valeur de 9,7 millions de dinars. Qui reste peu par rapport donc à un secteur qui a un fort potentiel, qui n'est pas peut-être très encourageant en Tunisie, mais qui a un fort potentiel. Est-ce que vous avez donc les régions qui sont donc intéressées par ces IDE-là en matière d'agriculture notamment ? Exactement. Les régions, c'est les régions traditionnelles. Si on va vers l'industrie, c'est la région de Grand Tunis, Sousse et puis Zarouane. Là où il y a les pôles industriels. Là où il y a les pôles industriels. En matière d'agriculture, il y a le nord-ouest, il y a Kérouan et un petit peu le Sahel. D'accord. Donc c'est un petit peu partagé entre ces régions-là. C'est pas un gros chiffre, mais quand même par rapport à quelques années auparavant, à cette date-là, on avait enregistré des chiffres très très bas. Donc ça commence à bouger un petit peu en matière d'agriculture. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les tensions sociales ne sont pas là pour essayer de donner une atmosphère, je dirais, très importante par rapport à l'investissement. Il faut le reconnaître. Tout à l'heure, on va parler de ça. Mais pour terminer l'année, est-ce que les projections que vous avez, les prévisions que vous avez seront satisfaisantes ou elles seront donc au même titre que l'année dernière ? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça ? Si on voit les chiffres de mois d'août, on est à moins 3,2. Ce qui n'est pas un bon résultat, mais on s'attend à ce que les choses s'activent, parce que généralement en matière d'IDE, à la rentrée, ça se multiplie énormément, donc la masse des IDE. Donc on s'attend, on est exactement à la rentrée. Donc octobre, novembre, j'espère revenir et vous donner de meilleurs chiffres. On reste optimiste cette année dans le plan
d'investissement, on a misé sur une augmentation sur les 5 prochaines années de 80% du chiffre des IDE, Oui. parce que c'est le moteur, un des moteurs de l'économie. Et donc, on doit dès cette année faire une belle évolution pour arriver à faire 80% à la fin, c'est-à-dire vers 2020. D'accord. Alors, qui dit IDE dit aussi le nouveau code d'investissement qui vient d'être voté par l'Assemblée donc des représentants du peuple en date du 17 septembre dernier. Brièvement, parce qu'on ne peut pas aller directement donc et parler de tout le code, mais quels sont les points que vous estimez essentiels dans ce code d'investissement, dans ce nouveau code d'investissement? Oui. Le point le plus important que j'estime, moi, c'est que c'est un code qui répond aux objectifs nouveaux objectifs de développement économique de la Tunisie. Là, je dois dire un mot sur l'ancien code. L'ancien code est un Celui code de 93. Celui de 93, c'est un code qui a très bien fonctionné. On a construit beaucoup d'investissements autour de ce code-là. Mais c'est un code qui a, depuis longtemps, il a rempli ses objectifs, il est arrivé à terme. Donc il est désuet. Donc il est devenu désuet. Pourquoi? Parce que notre modèle de développement, il a changé. Ne serait-ce qu'avoir le chômage. On était vers les années 93 dans un chômage faible au niveau des diplômés des supérieurs. Aujourd'hui, la situation s'est renversée. D'accord. Donc tout notre modèle et tous les axes sur lesquels on travaille ont changé. Donc premier point, c'est que le nouveau code, il répond aux nouveaux axes de développement. Deuxièmement, c'est un code qui envoie des signes positifs assez importants à l'investisseur. Comment ça? Les signes positifs, c'est-à-dire on a pris pas mal de choses qui étaient dans d'autres textes de loi, comme la notion de règlement des différends. D'accord. Le code actuel de 93... En cas de contentieux, donc. En cas de contentieux, il ne prévoyait pas au sein du code des mécanismes de résolution. Et pour l'investisseur, c'est un point très important. Il veut voir comment rentrer, mais aussi comment sortir, si jamais il y a un problème. Et donc, ça a été dans d'autres textes. On les a mis dans le code. Vous savez que le code est une vitrine du pays, donc il faut tout mettre dans la vitrine, tous les produits. On a aussi simplifié énormément les procédures fiscales, les procédures d'investissement, et ça à travers la mise en place d'une instance nationale de l'investissement qui va être le one-stop shop ou l'interlocuteur unique de l'investisseur, qui va lui permettre surveiller avec lui le respect des délais d'obtention des autorisations, et en cas de refus de donner l'autorisation, de motiver la décision. Voilà, c'est-à-dire c'est l'instance qui peut délivrer l'autorisation, et en cas de refus, le refus doit être obligatoirement motivé pour permettre à l'investisseur de corriger la deuxième fois. Et donc, il y a eu aussi la création d'un fonds qui permet de faire des participations dans le capital. C'est un fonds public? C'est un fonds public, oui, où il y a toute l'aide publique à l'investissement et les subventions aussi. Donc le fonds, il permet d'octroyer les subventions. C'est un fonds unique au lieu de la multiplicité des fonds qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc à part ça, le code, il traite la question d'accès au marché aussi, qui est une question très importante. Voilà que aujourd'hui, on est avec un code, avec toutes ces rubriques-là qui répondent à toutes les exigences et normes internationales en matière de codification de l'investissement. Alors, je voudrais aller en profondeur avec vous en termes, je dirais, d'incitation fiscale. Nous savons que le dernier code, le code de 93, en prévoyait, il y avait le code dans lequel il y avait donc les dispositions fiscales, les incitations fiscales. Dans ce code-là, il y a un texte de 24, je pense, articles. Ensuite, il y a des textes d'application donc qui ont été faits donc par le ministère de Finances. Est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez évalué l'impact des incitations fiscales qui s'élèvent jusqu'à récemment à 1,2 milliard de dinars à peu près, donc corrigez-moi si je me trompe dans mes chiffres, Cyril. Par contre, est-ce que vous avez fait une bonne évaluation, et je dirais, est-ce que vous avez fait une bonne optimisation donc, de l'incitation fiscale en matière d'investissement? Exactement. Disons qu'aujourd'hui, le schéma, c'est le suivant. Nous avons une loi sur l'investissement. Il ne s'appelle plus Code de l'investissement. Nous avons une loi sur l'investissement de 25 articles. Voilà. Au lieu du Code de l'investissement à 75 articles. Nous avons 3 décrets d'application de cette loi de l'investissement au lieu de 33
décret dans l'ancienne loi. Oui. Par contre, nous étions dans un code qui comprenait à la fois les incitations fiscales et financières. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui dans une loi d'investissement qui ne comporte que les incitations financières, c'est-à-dire les primes d'investissement, les prises en charge par l'État. Donc tout ce qui est fiscal devient unifié dans le code de la fiscalité qui comprend aussi bien le droit commun que tout ce qui est dérogatoire, tout ce qui est incitatif. Donc vous parlez donc du code de l'IRPP et de l'IS, c'est ça? Je parle de code de l'IRPP, L'impôt sur le du revenu code des de personnes- l'impôt en le code de général l'impôt en qui va général, oui, sortir oui. très prochainement, qui Oui. va contenir le droit commun et le droit d'exception. Oh, dérogatoire, oui. Et donc on est resté avec un code, une loi d'investissement où il y a juste les incitations. Pour répondre à votre question, les incitations fiscales ont coûté à peu près 1,5 milliard de dinars par an sur les 5 dernières années. C'est-à-dire, un petit peu pour avoir une image, c'est à peu près 8% des recettes fiscales. Wow. 8% des recettes fiscales sont renvoyées Toutes catégories confondues. Oui, de toutes les recettes fiscales, à peu près 1,5. Donc là, 8% revient en termes de incitation fiscale et financière, c'est-à-dire un petit peu aussi 2% du PIB. Les incitations ont coûté assez cher. C'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le rendement de ces Est-ce qu'elles incitations. drainent Est-ce qu'elles drainent de l'investissement Tout à fait. ou non? Oui. Est-ce qu'elles sont efficaces ou non? Et c'est ça la question à laquelle on a voulu répondre. On n'a pas voulu faire des économies au niveau des incitations. Au contraire, on a voulu avoir des incitations qui permettent à tout le monde donc de développer les investissements, aussi bien les investissements intérieurs que les investissements extérieurs. Sauf que c'est le seul bémol peut-être en matière d'exportation. Dans l'ancien code, il y avait des mesures très incitatives pour l'exportation. Et nous savons qu'en Tunisie, donc, la déclaration du nouveau président du gouvernement a misé en matière économique sur l'exportation. Mais dans le nouveau code, on estime, dans les textes d'application du mois, que l'exportation ne trouve pas assez donc, d'incitation fiscale, du moins pas comme celle qui existait auparavant dans l'ancien code de 93. Effectivement, l'exportation est toujours un axe de nos axes de développement sur lesquels on s'intéresse énormément. La loi fiscale n'a pas touché les incitations de l'exportation. L'exportation a été touchée dans une loi de finances qui date de 2 ans. D'accord. Donc, où on a donc opté pour une imposition au taux de 10% au lieu d'une exonération pendant une période de 10 ans. Donc, aujourd'hui, l'exportation, elle bénéficie d'un taux d'imposition bonifié de 10% au lieu de 25%. Plus les exonérations de TVA, les exonérations de droits de consommation à l'importation des équipements, plus tout ce qui est, c'est-à-dire... Et parfois même sans minimum d'impôt aussi. Hein, parfois, donc, oui. Et tout ce qui est, c'est-à-dire, je veux dire, facilité au niveau de l'importation, au niveau des douanes, c'est-à-dire que toutes les entreprises totalement exportatrices bénéficient de ce qu'on appelle le couloir vert. Aujourd'hui, cette notion d'imposition de 10%, depuis 2 ans maintenant, et il y a des débats, elle est assez contestée. On fait des comparaisons, etc. Il y a certains pays qui exonèrent pendant 5 premières années, et après, ils imposent, je parle du Maroc, ils imposent à 17,5%. Nous, on a fait 10% tout au long de la vie de l'entreprise. On estime que c'est mieux. Parce que les 5 premières années, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Et après, vous êtes à 17,5%, ça ne sert à rien. Donc, être à 10%, c'est mieux. Le débat continue. Donc, et on est toujours à l'écoute et pour faciliter les choses pour les sociétés totalement exportatrices qui, je le dis encore une fois, à travers les chambres mixtes de commerce, ne contestent pas l'imposition, mais contestent les lourdeurs administratives. Et c'est ça la question qu'il faut résoudre actuellement. C'est la pas bureaucratie, donc. C'est pas un problème que ces entreprises-là ne veulent pas contribuer, mais ces entreprises veulent se concentrer sur leur activité et rester en dehors des tracasseries administratives. C'est clair. Alors, nous ne pouvons pas donc recevoir M. Khalil Larbidi, le directeur général de la FIPA-AFF, sans aborder donc une question fondamentale, la conférence internationale pour l'investissement, donc censée être tenue en Tunisie donc le 29 et le 30 novembre dernier. La semaine dernière, nous recevions donc M. Mourad Fradi, le co-commissionnaire général de la conférence, et vous, donc, vous êtes chargé d'un volet particulier au niveau du ministère et au niveau donc particulièrement de la FIPA. Alors, si vous nous parlez de la charge dont vous avez hérité.
Dans cette conférence, donc on vient d'avoir Si Mourad Fradi et Si Hazm Ben Ghessem, commissaires généraux de la conférence, mais quand on avait commencé le travail, Bien avant. il y a quelques mois, donc de ça, il y a 8 ou 9 mois, donc on était un groupe au niveau du ministère de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale. Donc on a mis au point ce projet-là. Nous avons choisi, donc fait un appel d'offres pour un bureau pour nous assister pour la préparation. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour la première fois dans la Deuxième République, la Tunisie, elle a une nouvelle vision à travers le plan de développement 2016-2020. Cette vision, si on ferme les portes, on reste comme ça, personne ne va s'en apercevoir. La Tunisie bouge. Il manque beaucoup de communication. D'accord. C'est une occasion de communiquer, premièrement, sur notre nouvelle vision d'une façon internationale mondialisée. D'accord. 1. 2, c'est une façon de dire que la Tunisie, aujourd'hui, à travers ce plan-là, elle propose des projets, des grands projets publics et privés structurants, très importants, qui sont des opportunités pour les fonds d'investissement, pour les investisseurs, pour les bailleurs de fonds. Donc, et nous avons un code de l'investissement. Nous avons fait des réformes. On ne parle pas assez de nos réformes. Donc, on va dire, voilà ce qu'on a achevé pendant 4 ans et nous demandons l'appui de la communauté d'affaires internationales pour, premièrement, donc, prendre part dans ces projets-là pour le financement, ou bien en PPP, ou bien par n'importe quel mode de financement, c'est d'attirer les regards de la communauté d'affaires internationale sur le fait que la Tunisie a parachevé au jour d'aujourd'hui pas mal de réformes, une nouvelle vision à travers le plan d'investissement, et on va faire une communication assez solide pour ça, pour avoir la mobilisation internationale autour de ce projet. Mais Sirlil, vous savez mieux que moi que ce qui handicape un peu la Tunisie, ou peut-être ses son talents d'Achille actuellement, ce sont les tensions sociales. Et qui dit tension sociale dit l'ennemi de l'investissement également. Vous, en tant que directeur général d'une agence chargée de la promotion de l'investissement à l'étranger, comment faites-vous pour convaincre les investisseurs étrangers à venir donc investir en Tunisie lorsqu'ils ouvrent en parallèle leur téléviseur et ils trouvent donc des tensions sociales, des gens qui barricadent donc les routes, ainsi de suite? Avec beaucoup de difficultés, je ne le nie pas. On a beaucoup de difficultés à aller convaincre les investisseurs à venir investir. C'est pas parce qu'il y a des mouvements sociaux. Je le précise ici. Il y a des mouvements sociaux partout dans le monde. Des grèves, il y en a partout dans le monde. Mais d'empêcher les gens de travailler, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a la liberté de travailler et la liberté de faire une grève. Et il y a des empêchements aux entreprises pour travailler qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Il y a des demandes exorbitantes. C'est ça qui gêne. C'est pas les grèves qui gênent, parce que le mouvement social, c'est tout à fait normal dans la vie d'une entreprise, parce qu'il y a toujours cette tension. Il y a des revendications, et des revendications, et c'est tout à fait normal. Et nous, on veut bien que les travailleurs, ils prennent leurs droits de temps en temps, donc de bouger un petit peu, d'avoir. Mais ce qui gêne, c'est tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal, et c'est ça ce que ne comprennent pas les investisseurs étrangers. Lorsque il y a des empêchements de travailler qui sont au-delà, qui vont au-delà de la loi, et que personne ne peut agir vis-à-vis de ça. Et là, c'est très gênant et ça donne une image très négative de notre pays. Vous venez de rentrer de France ce week-end même. Sûrement, vous avez dans vos missions, bien entendu, dans votre mission, quelle est l'image que peut-être des investisseurs français ou étrangers ont de la Tunisie actuellement, avec cette conférence qui va bientôt donc avoir lieu? Oui. Écoutez... est-ce qu'ils sont stimulés? Est-ce qu'ils sont donc intéressés? Donnez-nous donc les tendances. Le mot que je vais utiliser, ils sont très attentifs. Ils sont très attentifs à la Tunisie. Ils attendent. Ils veulent investir en Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils aiment la Tunisie, tout simplement. Parce que la Tunisie propose une réelle opportunité dans toute la région.
c'est le seul pays qui n'a aucun conflit avec les voisins. Donc ça peut être une belle plateforme. En plus, sa position géographique, elle est très bonne, bien centrée au niveau de la Méditerranée. En plus, nous avons un vivier de talents extraordinaire en Tunisie. Donc un investisseur italien m'a dit une fois, votre pays, on peut le caractériser par un mot, c'est le pays des trésors cachés. Vous avez beaucoup de trésors, mais il faut sortir ces trésors-là. Il faut que tout le monde, la machine, se remette à travailler. Donc les investisseurs étrangers, ils sont attentifs à la Tunisie. Ils n'attendent que les conditions d'investissement soient bonnes et qu'ils reviennent. Donc je ne suis pas inquiet du tout de ce côté-là. Ça dépend de nous, ça dépend de l'environnement de l'investissement. Dès qu'on va améliorer, et on est en train d'améliorer, parce qu'il faut le dire à la fin, l'environnement s'est amélioré, la sécurité, la situation aussi sociale, les tensions sociales ont baissé, etc. Ça s'est amélioré. Je pense qu'ils vont revenir très rapidement. Est-ce que le ministère, et ce sera ma dernière question, Sirli Labidi, est en train, je dirais les pouvoirs publics en Tunisie sont en train de réfléchir à diversifier les investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, une sorte de contrat, entre guillemets, entre la Tunisie et l'Union européenne. Mais avez-vous en tête d'essayer de drainer des investisseurs japonais, des investisseurs donc chinois, des investisseurs de l'Afrique subsaharienne, pourquoi pas, des investisseurs américains aussi? Donc est-ce que vous pensez à cela? Oui, tout à fait. Nous avons mis en place un plan donc pour diversifier les sources d'investissement indiens, russes. Tout à fait. Nous en avons déjà quelques investisseurs indiens qui sont actuellement en Tunisie, japonais aussi. Donc on vise l'Asie, mais on vise aussi les États-Unis, l'Amérique, et on vise l'Afrique aujourd'hui aussi, parce que l'Afrique aussi, certains pays de l'Afrique sont pourvoyeurs d'investissements directs étrangers. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission, Rafef. Merci beaucoup. Je remercie M. Khalil Abidi, directeur général de la FIPA, je rappelle, agence de promotion de l'investissement extérieur. Merci beaucoup, Anis. On te Merci retrouve à toi. mercredi. Mercredi. RTCI nous réunit.